Bon après-midi. Excusez-moi du retard. Donc, on était dans la chambre avec le Premier ministre pour faire le point sur la crise du Covid à Luxembourg. Et nous avons passé en revue les différentes questions pour y trouver une réponse. De mon point de vue, je souhaite vous faire un petit bilan aujourd'hui, vous expliquer où nous en sommes et quelles sont nos priorités et nos principaux soucis. Également concernant nos chiffres, nous avons hier passé le cap des 50 décès. Nous en sommes à 50 personnes qui ont perdu la vie ici à Luxembourg dans le contexte du corona. Donc, ce sont 8 personnes de plus qui sont décédées en 2 jours. Donc, je n'aurais pas cru que c'était possible au départ. Donc, on n'y est pas encore. On n'est pas encore au bout. Les nouvelles infections, voilà, on en est aujourd'hui à 3163, donc 63 de plus qu'hier. Donc, il y a toujours des personnes nouvellement infectées. Mais nous pouvons constater que le chiffre, le nombre d'infectés descend lentement. Dans les hôpitaux maintenant, du fait que nous avons donc 2 personnes qui sont décédées, il reste 42 personnes en soins intensifs. Donc aujourd'hui, on a 202 personnes atteintes. Donc il y a toujours de nouvelles personnes, donc plus que hier. Il y en a toujours de plus qui sont livrés. Donc cette crise a un prix. Nous le savions depuis le départ et nous pensions dès le départ qu'il faut que le prix soit tenu au plus bas. 54 personnes décédées, c'est triste. Mais nous savons, quand nous faisons le comparatif avec le grand test, où il y a plus de décès. Et je suis très contente que grâce aux mesures strictes que nous avons prises, sévères que nous avons prises, à la longue, en respectant le confinement, en restant à la maison, grâce à ces mesures, on peut voir que le nombre de nouvelles infections est en recul. Je peux le confirmer aujourd'hui. Si on regarde il y a 15 jours, donc si on tient compte de la période d'incubation, on voit que l'effort que nous avons fait tous ensemble a porté ses fruits. Ce n'est pas seulement une crise sanitaire, elle a aussi un prix économique, un prix psychologique. Ça devient de plus en plus difficile pour les gens de rester à la maison, les enfants ne vont pas à l'école, la vie n'est plus comme avant. Le système de santé est vraiment stimulé et notre souci est qu'on n'y est pas encore. Nous sommes en bonne voie, nous pouvons avoir un certain optimisme, mais la crise est loin d'être finie. Nous sommes très soucieux et nous savons que nous allons venir à bout de la crise. Mais vous savez, devant ce long week-end, je tiens encore à vous rappeler qu'il faut tenir compte des gestes importants. Tenons nos distances, bougeons un minimum à l'extérieur, continuons de le faire. Ça va être plus difficile encore pendant les fêtes, mais il faut qu'on soit créatif, trouver de nouvelles manières pour se contacter. Il faut donc la distanciation physique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'appeler, s'encourager moralement. Donc chacun a sa manière de faire en sorte pour que ce soit le plus facile pour tout. Donc dans les hôpitaux, nous avons pas encore tous les lits occupés, donc parce que nous avons vraiment
nous avons plein d'opérations qui ont été postposées, mais une urgence est toujours une urgence, même pendant la période du Covid. Donc, si vous devez voir votre médecin, si c'est urgent, allez-y. Ce n'est pas que tout s'arrête maintenant. C'est important que vous devez comprendre que même par ces temps-ci, vous pouvez faire appel à votre médecin si nécessaire. Donc, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur d'aller à l'hôpital. Donc, même si vous savez qu'il y a des conséquences par rapport au Covid. Je veux encore insister que nous avons mis en place des mécanismes de prendre contact avec le médecin de famille ou alors avec un médecin de garde. Nous avons fait un très gros effort cette semaine avec tous les médecins en collaboration avec le docteur Schmidt qui travaille avec nous pour faire en sorte que tout le corps médical s'organise en garde pour faire en sorte d'accueillir toutes les personnes. Donc c'était un travail difficile, mais ce service existe. Et c'est vraiment, encore une fois, mon appel. Si vous êtes soucieux, n'hésitez pas d'appeler votre médecin si vous avez un problème de santé. Il y a des filières maintenant qui sont en place. Elles sont très séparées. N'ayez crainte. Ce n'est pas comme avant. Évidemment, les gens se baladent, le personnel se balade avec les protections parce que ce sont des mesures que nous ne connaissons pas. Mais on a tout fait pour pouvoir prendre les personnes en charge qui ont des problèmes autres que ceux liés au Covid. La situation en Europe, elle est toujours inquiétante. C'est une crise qui, d'après les avis des experts internationaux, on n'a jamais eu ce genre de crise en Europe. Donc, il y a des rapports. Donc, il y a même un rapport du 8 avril, c'est le dernier, où il y a une estimation, la dernière estimation qui a été faite. Donc, la crise n'est pas terminée. Il faut de la patience. Il faut s'armer de patience aussi en vue d'une sortie, d'une stratégie d'exit. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Le premier, on a parlé lors du dernier briefing de la presse. Nous y travaillons. Donc, la semaine prochaine, ce sera présenté. Donc, je veux souligner que ce n'est pas le but de la présente conférence de presse. Encore mon message, tenez bon, ça va continuer. On est encore en crise, donc ce n'est pas demain qu'on connaîtra la vie qu'on a toujours connue. Point de vue test, je veux encore vous dire qu'on a une politique de test très généreuse depuis le début. En Europe, nous faisons de loin le plus de tests par rapport au total de la population. Et notre ambition est de continuer dans ce sens. Nous testons 6 fois plus que nos collègues français, belges ou néerlandais. L'Allemagne a aussi une politique de tests relativement généreuse. Mais nous sommes à la pointe et nous voulons y rester. C'est un moyen de réagir de manière efficace, d'encadrer les personnes qui en ont besoin. Et nous sommes très contents que nous avons maintenant cette application en place qui permet de faire un suivi efficace du patient Covid, qui peut y mettre ses inquiétudes, il peut être contacté rapidement. C'est une application qui a été annoncée et nous avons tout mis en place pour rester en contact avec les personnes, afin de nous assurer que les personnes ont compris ce qu'ils doivent faire en cas d'infection par le virus. Et c'est aussi si au cas où les gens ont des complications, qui savent où s'adresser et avoir les soins nécessaires. Donc ça, c'était ma contribution. Les questions maintenant. Donc je vais vous poser les questions qui sont rentrées par email des rédactions. Première question de l'essentiel. Mais c'est une question, je pense que vous venez d'y répondre. Donc, vous venez dire que vous n'allez pas donner des détails par rapport à un calendrier futur. Donc, je passe tout de suite à la deuxième question. De tester toutes les personnes âgées dans les maisons de soins comme le Land de Saar en Allemagne.
Nous avons une stratégie de test qui est très large et dans les maisons de soins, le focus est axé sur le personnel qui travaille, puisqu'il y a ce danger qu'il ramène le virus à l'intérieur. Les personnes vulnérables, bien sûr, sont tout de suite testées si nous avons un soupçon. Mais maintenant, ce qu'on envisage, c'est de faire encore, d'étendre encore ces tests de manière plus large autour du corps médical et des personnels de santé. Luxembourg Time. Au Luxembourger Wort, vous avez déclaré que le gouvernement disposerait d'une base suffisante pour son plan visant à faciliter le verrouillage dans 8 à 10 jours ou d'ici le 20 avril. Que va-t-il se passer à cette date? Donc, ce dont vous parlez, donc en fait, c'est nous suivons l'évolution de la maladie, comment les lits sont occupés, combien il y a de personnes infectées. Donc, nous avons une bonne vue sur ce qu'on peut faire à l'avenir, d'évaluer le déroulement de la maladie. Nous regardons aussi le décalage à partir du moment où il y a un premier symptôme jusqu'à ce qu'on termine à l'hôpital. Donc, nous voulons analyser ceci pour également avoir une stabilité dans la structure. Donc, quand j'ai un événement où il peut y avoir des personnes qui peuvent s'infecter, il faut, d'après nos calculs, une quinzaine de jours avant que ceci se reflète au niveau des hôpitaux. C'est une information importante, d'autant plus que si il y a un événement où il y a plus de personnes, donc c'est important de connaître le déroulement, l'évolution de la maladie. Donc, on fait en sorte que les pronostics que nous faisons, qui correspondent à ce qui se passe. Au départ, on a fait des pronostics et les réalités étaient un peu différentes, mais maintenant, nous sommes arrivés à une stabilité. Nous savons que notre modèle que nous appliquons fait en sorte que la probabilité que ça va se passer comme ça est grande. Prochaine question, RTL. Pourquoi la cellule de crise a laissé l'initiative aux communes quant au port du masque? Comme ministère de la Santé, on avait dès le départ une position par rapport au port du masque. On l'a adapté en fonction des conseils de l'Organisation mondiale de la santé. Tout de suite, la Commission européenne a repris ces concepts et ceci, ça a évolué. Donc, le 1er avril, ceci a évolué très fort avec le fait qu'on se constate que la pandémie est loin d'être terminée. Donc, il y a donc une nouvelle position de l'OMS avec des alternatives aussi. Il n'y a pas seulement les masques que l'on porte dans les hôpitaux, il y a aussi peut-être les masques qu'on confectionne soi-même. Et nous avons donc aussi adapté notre position par la suite. Donc, nous avions à tout moment une position officielle par rapport à l'utilisation des masques. À côté de ça, et c'est peut-être à ça que vous faites allusion, nous avons aussi une politique de distribution du matériel dont nous disposons. Vous savez, dès le départ, nous avons la même opinion. Nous sommes dans un contexte où nous avons un manque de matériel. On court après le matériel et on est livré tout le temps aussi, mais on n'a pas de stock illimité. C'est pour ça qu'on a fait en sorte qu'il y a des priorités. Premier secteur, donc c'est le secteur de la santé pour lequel que nous couvrons. Donc ce sont les hôpitaux et tout le secteur de la santé. Après, on a commencé, il y a une quinzaine de jours, quand on a eu plus d'ordres, de commandes qui sont rentrées, on a commencé à s'étendre un peu au secteur du soin, des soins à la personne. Donc, il y a 192 000 masques qui sont sortis la semaine dernière. Donc, au fur et à mesure que nous avons du matériel à disposition, nous le distribuons à plus grande échelle. Mais on fonctionne de manière
manière hiérarchique, une hiérarchie qui correspond aux besoins. Donc, il y a des exigences par rapport au personnel, donc qui doit porter quelle sorte de masque, et on doit faire en sorte que les masques vont au bon endroit. Le deuxième grand secteur, ce sont les personnes qui sont en contact, qui voyagent, qui vont chez les personnes vulnérables. Et puis évidemment, nous en donnons aussi aux médecins, aux pharmacies, etc. Donc nous sommes ouverts pour élargir encore sa distribution. Mais pour répondre à votre question, les communes ne sont pas sur notre liste de distribution de la santé. À l'heure actuelle, nous sommes contents d'avoir suffisamment de matériel pour le donner dans les secteurs prioritaires. Mais s'il y a un moment où il faut une distribution plus large, donc compte tenu des expériences que nous avons donc déjà eues, nous savons comment faire pour acheminer du matériel vers le Luxembourg. Je me permets une deuxième question dans ce contexte. Il y a eu la demande du Civicol. Pourquoi dans toutes les communes, il n'y a pas de distribution de masques? C'était dans 3-4 communes où ça a été fait. Quelle est votre position? Il y a une priorisation des distributions. Nous avons du matériel limité, donc c'est important d'acheminer le matériel là où on en a besoin en priorité. Une fois que on sera moins limité en matériel, d'accord, alors on pourra ouvrir. Donc c'est la vue du ministère. Il faut que le matériel aille prioritairement là où c'est le plus nécessaire. Donc, nous ne sommes pas dans une situation où nous avons réquisitionné des stocks, mais je dois souligner qu'il y a beaucoup de communes et de sociétés dans une première phase. Donc, ces sociétés nous ont donné du matériel pour qu'on puisse l'utiliser là justement où c'est nécessaire. Aujourd'hui, la situation a évolué. Maintenant, les stocks que nous avons, c'est 6 ou 7 fois plus qu'on avait au départ. Donc, la commune de Luxembourg, par exemple, avait demandé si on pouvait leur rendre leur contingent, et nous sommes à même de le faire maintenant. Mais ce n'est pas à nous de dire aux communes de dire ce qu'ils doivent faire avec leur matériel. Chaque commune décide pour soi. Autre question d'RTL. Certain nombre de médecins nous ont dit qui n'ont pas reçu de réponse du ministère par rapport à leur travail, leur travail dans les lignes. Donc j'ai entendu cette critique. Il faut un peu de patience encore. Donc cette décision vendredi dernier, on a pris cette décision de prendre un coordinateur qui est un médecin qui organise ces lignes de garde. C'est peut-être suite à ça que les personnes se sont rendues disponibles. Mais après, donc je remercie d'ailleurs les médecins qui répondent, qui ont répondu à cela. Donc on avait beaucoup de boulot maintenant à tout mettre ensemble. Il y avait énormément d'appels, beaucoup de questions. Donc, je dois dire, je comprends qu'il y a un certain souci, que ça ne va pas assez vite, mais on n'aurait pas pu faire plus vite sur une semaine. Donc, il y a une communication qui est prévue pour ce soir, mais cet appel a été fait à très brève échéance. Et puis, il y a beaucoup de demandes qui viennent. Donc, tout derrière, il y a un travail conséquent à fournir. Et donc, on nous aide pour mettre sur pied ces lignes de garde. C'est relativement compliqué. Nous avons 3 lignes de garde différentes qui sont mises en place, donc encore pour assurer un maximum de sécurité aux personnes. Donc, la première ligne de garde, c'est ceux pour le centre de soins avancés pour les patients du Covid. Donc, les médecins qui travaillent là, ce sont aussi ceux qui vont faire les visites à domicile des patients Covid. Puis une deuxième ligne est mise en place, c'est pour les téléconsultations et éventuellement d'autres consultations qui sont non Covid.
Et la troisième ligne de garde, encore tout à fait séparée, c'est celle pour les médecins dans les maisons de soins où il y a les personnes les plus vulnérables. C'est pour avoir une ligne séparée entre les différents groupes pour que le personnel ne se mélange pas entre les lignes. Donc c'est un travail colossal et il faut le temps qu'il faut. Hein. Donc nous recensons, nous répartissons. Et j'ai entendu qu'il y a des gens qui se soucient, qui se demandent ce qui se passe pendant le week-end de Pâques. Vous savez, ces gens-là, et nous, on doit continuer notre travail, il n'y a pas vraiment de week-end. Mais je vous rassure, c'est le temps qu'il fallait. On est en temps de crise. On ne peut pas, il n'y a pas de magie. Autre question de Contacto. De retraite au Luxembourg. Que comptez-vous faire pour contenir la propagation et éviter que la situation grave qui s'est produite en Espagne et en Italie ne se reproduise? Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Famille. Tous les jours, nous avons des groupes de travail. Nous avons tout à l'œil. Et déjà à l'avance, et je veux le souligner, les personnes qui sont dans les maisons de soins, ils ont la formation pour gérer les personnes qui ont une maladie infectieuse. Et dans le contexte Covid, elles ont reçu d'autres recommandations supplémentaires. Il y a des informations, des plateformes qui ont été mises en place et nous faisons en sorte de nous rassurer auprès de ces maisons pour que tout soit en ordre. Et s'il faut de l'aide supplémentaire, nous la fournissons. Donc j'ai déjà parlé du matériel. Beaucoup de matériel est distribué par la COPAS qui nous donne les besoins. Donc, on donne toujours le matériel dans la mesure du possible. Nous essayons donc d'agir pour le mieux et d'être attentifs pour pouvoir réagir si besoin. Deuxième question de Contacto. Personnes sans abri dans un refuge près de Findel. Que ferez-vous pour prévenir la contagion dans cet endroit? Là aussi, nous avons des instructions claires et des contacts avec les responsables pour savoir comment gérer ces personnes. Les gens sont formés, il y a des structures. Si nécessaire, ces personnes peuvent avoir un toit sur la tête. C'est un groupe de travail séparé qui gère cette question. Une question de Paper Jam. Une a déjà été répondue. Deuxième, le placement des personnes qui ont déjà été testées positives. On le sait dans d'autres pays, par exemple à New York. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce procédé? Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vraiment vous donner une réponse. En général, la direction de la santé et le Conseil supérieur des maladies infectieuses, donc c'est notre conseil scientifique. Donc par la manière de ces entités, nous observons, nous avons aussi des médicaments et des procédés en place. Donc ces personnes suivent ce volet et si nécessaire le mettront en place. Donc, je pense qu'il s'agit d'un projet expérimental. Donc, je n'ai pas de réponse spécifique par rapport à ce procédé. Une question de la radio 100,7. Vous faites un appel pour que les gens continuent à se conformer aux exigences. Est-ce qu'il y en a davantage qui n'y sont pas pliés ces derniers temps? Pour autant, ce qu'on me dit de la part du ministre en charge, les gens sont relativement disciplinés. Il y a des procès-verbaux qui sont dressés, mais en général, c'est une grande discipline persiste. Donc, je vous remercie également déjà pour ça. Donc, je regarde mes chiffres et je vois que les infections reculent.
Et on entend qu'il n'y a pas trop d'incidents, hein, donc il y a des fois des personnes qui ne sont pas tout à fait aussi sérieuses que d'autres, mais en général, on a l'impression qu'on est relativement discipliné ici dans le pays. Autre question de la radio 100,7. Le 25 mars, depuis le 25 mars, certains médecins font des gardes. Là, il n'y en avait pas. 12 heures par jour, 24 heures par jour. Comment ces gardes sont rémunérés? Est-ce qu'ils sont payés rétroactivement? Donc, nous avons mis en place un nouveau mécanisme maintenant pendant la crise. Les gardes dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, il s'agit donc d'un nouveau mécanisme. Ils travaillent par tarif horaire fixé par le Conseil du gouvernement. Donc, ça a été communiqué. Donc, je pense que ça doit être transparent pour tout le monde entre-temps. Prochaine question du Tageblatt. C'est une double question. Je la pose ensemble parce que l'une dépend de l'autre. Cette nouvelle étude Convince nous rapportera les premiers chiffres dans 2 mois seulement. Donc d'ici là, vous et le Premier ministre, est-ce que vous attendez avec la stratégie d'exit ou est-ce qu'on pourrait mettre en place des mesures d'exit sans écouter donc, c'est deux choses différentes. Ce projet vient de Luxembourg Institute of Health. Il a été approuvé par le ministère de la Santé. Donc, c'est un projet important pour surveiller le déroulement, l'évolution de la maladie. Il n'est pas connecté directement à la stratégie d'exit. Ça peut nous aider, bien sûr, parce qu'on a des connaissances par rapport à ça pour savoir la répartition du virus, mais ce n'est pas la condition préalable pour parler d'un ralentissement des mesures de confinement. Répétez-moi un peu la deuxième question, là. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on pourrait rapidement décider de mesures sans écouter le ministère? Donc, ce n'est qu'après qu'on pourrait checker si c'est correct. C'est un peu prématuré pour présenter quelque chose. Radio Latina. Combien en sont mortes dans les maisons de retraite et de soins? C'est un chiffre qui n'est pas publié pour le moment. D'abord, pour respecter la sphère privée, nous y avons pensé. Au départ, on a donné des chiffres, puis on a vu qu'en donnant ces tout petits chiffres, si on dit, par exemple, que dans une maison de retraite, il y a une personne qui est décédée, on peut vite retracer où c'est. C'est un petit peu comme si on violait la sphère privée. C'est comme si on disait, ça s'est passé dans la rue d'à côté. Donc nous savons toutefois que ça intéresse les gens et nous pensons à donner peut-être un chiffre global. Je sais que c'est une question qui se pose et on y pense, on pense trouver un moyen pour publier un chiffre tout en respectant la sphère privée. 2 questions du Luxembourger Wort. Première, il y a des personnes qui, après 4 semaines de quarantaine, sont encore testées 2 à 3 fois de manière positive. Est-ce qu'il y a un risque que si après 2 semaines on les laisse sortir, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Pendant ces temps-ci, on doit savoir qu'il n'y a pas une sécurité à 100%. C'est un nouveau virus. Il y a des recherches avec des résultats tous les jours. Ça évolue constamment. Il y a peut-être certaines erreurs, on le sait. On essaie d'être toujours à la pointe des nouvelles conclusions des tests pour faire en sorte qu'au fur et à mesure, on mette en place les éléments qui donnent le plus de sécurité et de garantie. Mais on doit savoir, on ne peut pas dire il y a 100% de sécurité. Donc celui qui veut faire ça, il bluffe. Dernière question.
Premièrement, 2 questions du journal. Est-ce qu'il y a toujours des demandes pour reprendre des personnes du Grand Est, pour les accueillir? Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà guéri? Sur les 10 personnes du Grand Est, une personne est décédée relativement tôt. On a 2 qui sont sortis des soins intensifs depuis 1 à 2 jours. Les autres sont toujours en soins intensifs. Donc guéri, non, on ne peut pas en parler. Ça dure longtemps. Il faut savoir que les gens qui font des complications sont très très malades et malades pendant une longue durée. Donc quand on est en soins intensifs, ça dure assez longtemps avant qu'on puisse parler de guérison. On n'est pas encore là. D'autres demandes, on en a eu. On est très prudent pour l'instant parce qu'on est en train d'observer l'occupation des lits pour voir s'il va y avoir un recul aussi et que le recul des infections va se refléter dans le nombre de lits occupés. Donc nous travaillons de manière intensive en vue de la nouvelle phase pour prendre des nouvelles mesures, éventuellement relancer un peu l'activité. Donc c'est un peu difficile pour dire pour le moment que nous allons accueillir de nouvelles personnes. Donc, parce que les lits en soins intensifs sont déjà bien occupés et il faut planifier et ces personnes restent très longtemps en soins intensifs, 3 semaines à peu près. Donc c'est une donnée importante. Et à Luxembourg, on n'a pas des milliers de lits à disposition. Donc, il faut avoir la capacité à l'œil. Donc, cette semaine, on n'a pas pu prendre la décision d'accueillir encore davantage de patients de l'étranger. Dernière question du Luxembourg Journal également. Jean Hasselborn a fait un appel pour ouvrir de nouveau les frontières vers l'Allemagne. Comment négocie-t-on avec Berlin pour le moment? Ce n'est pas vraiment mon sujet de mon secteur de compétences, mais je sais qu'il y a des contacts très soignés du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères. Donc, on plaide pour une approche telle qu'on trouve qu'elle est justifiée en Europe. Nous pensons que le virus ne connaît pas de frontières, qu'il serait mieux que l'Europe aurait la même politique. C'est un plaidoyer que nous avons et nous le menons avec succès, mais je ne suis pas en première ligne. Une dernière question qui vient de rentrer, si vous permettez. De Luxembourg à Fort, qu'en est-il de l'âge moyen des personnes décédées? Vous ne le communiquez plus. On a l'âge médian que l'on communique, c'est plus concluant. On me demande souvent la moyenne et je pense que les gens préfèrent la moyenne et je pense qu'on va considérer ce point-là. Donc, on m'a demandé à la Chambre hier, l'âge moyen était de 84 et médian 87, pour vous donner une idée. Je vous remercie.